Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à Paris entre la radio et Radio France. Je vous dirai ensuite pourquoi. Je réponds très brièvement puisque en dépit de tout ce que je fais depuis de nombreux mois maintenant, il y a encore des gens qui s'interrogent sur mon indépendance, le fait que je roule pour quelqu'un, est-ce que je roule pour la France Insoumise, est-ce que je roule pour le Front National, est-ce que je roule pour les Républicains, est-ce que je ne roule pour personne. Je me suis libéré de tout lien, de toute attache politique, syndicale, club de pensée, lobby divers et variés. Je pense que quand même si on me suit, c'est quand même très clair, c'est même limpide. Mais bon, je pense qu'on est dans un pays où il faut toujours mettre des étiquettes aux gens. Et c'est très difficile aujourd'hui de simplement de faire ce boulot de témoin sans qu'on vous affuble d'une étiquette. Et voilà, et on me dit mais tu es candidat à la présidentielle, tu veux fonder un parti, je veux rien de tout ça. Je ne suis candidat à rien, j'ai déjà pas mal de boulot et j'essaie de donner la parole à tout le monde, en tout cas à des gens qui ont des choses intéressantes à dire. C'est un boulot passionnant qui demande de l'engagement, de la rigueur, du temps et ça me suffit. Ça suffit à mon bonheur. Vous pourrez me le demander 1000 fois, je vous répondrai 1000 fois la même chose. Parce que c'est quand même clair, quoi. Si j'étais candidat à quelque chose, je serais candidat. Si j'avais voulu faire une carrière politique, et Dieu sait qu'on m'a proposé des choses, j'aurais poursuivi une carrière politique, etc., etc. Donc je m'occupe de ma boîte. J'ai déjà beaucoup de choses à faire. Je fais du terrain en plus et j'essaie de voler du temps parce que j'en ai pas beaucoup. Mais il va falloir que ça rentre parce que c'est comme ça, je ne suis candidat à rien, je n'appartiens à aucun parti politique, je n'appartiens à aucun syndicat, je ne suis membre d'aucun lobby, je ne suis dans aucun club de pensée. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je continuer à suivre mes travaux, ma page, et puis vous verrez que je dis vrai, je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà. Donc aujourd'hui je suis donc comme je le disais entre Sud Radio qui est derrière moi, là vous voyez, donc là c'est le RER et puis vous voyez l'immeuble derrière, voilà c'est l'immeuble qui ressemble un peu à la maison de la radio là. Ici c'est Radio France, voilà. Et donc je suis avec des personnes qui ont installé un stand devant Radio France pour le référendum pour sauver les aéroports de Paris et donc qui avait demandé à être reçu par quelqu'un à Radio France qui n'a pas accepté. Donc je vais essayer de leur donner la parole et savoir pourquoi ils sont là. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, vous ? Ça va. Alors le monsieur en noir, on m'a dit que c'était le plus... Il a changé, c'est lui, c'est le monsieur en gris. C'est moi qui m'y colle. Alors expliquez-moi, donc Didier Maisto, je fais beaucoup de live, Sud Radio, voilà. Pourquoi vous êtes présent pour les aéroports de Paris, j'imagine pour faire signer la pétition pour que le référendum ait lieu. Vous n'avez pas été reçu par Radio France, c'est ça ? Vous avez demandé à... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, est-ce que vous voulez que je vous dise un peu pourquoi on pense que le référendum c'est important ? Prenez votre temps. Moi j'ai signé donc je sais. Mais... D'accord, alors bon, pour éventuellement les gens qui vous écoutent ou qui vous écouteront, alors il y a deux points qui nous sont très importants sur la question du référendum ADP. D'abord c'est sur le fond du dossier lui-même, parce que c'est un dossier qui concentre plusieurs questions cruciales. Donc la question c'est donc la vente des parts de l'État qui est actionnaire majoritaire pour l'instant de la société Aéroports de Paris et qui veut les vendre à des investisseurs privés.
Alors sur le fond du dossier, pourquoi on pense que c'est une très mauvaise idée? On pense que c'est une très mauvaise idée sur un plan social d'abord, parce qu'on sait que les privatisations, c'est rarement bon pour l'emploi et c'est rarement bon pour les conditions de travail. Et ADP, c'est un énorme employeur en Ile-de-France, donc voilà, ça on pense que c'est un point très important. C'est aussi une société qui, donc l'État est actionnaire majoritaire, qui rapporte autour de 170 millions d'euros de dividendes à l'État par an. Donc c'est 170 millions, alors bien sûr il va y avoir la vente de l'aéroport à court terme, mais à long terme c'est 170 millions d'euros de moins dans le budget de l'État. Or l'État a besoin de se financer sur le long terme, donc on pense que c'est une mauvaise idée aussi pour cette raison. Il y a aussi un problème écologique, parce que pareil, des actionnaires privés, ce qu'ils vont vouloir c'est rentabiliser Aéroport de Paris, donc c'est construire davantage de pistes, des complexes hôteliers, intensifier le trafic aérien, toutes ces choses dont on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour l'environnement. Et puis enfin, et c'est peut-être le plus important, on pense qu'il y a un problème de perte de pouvoir de la collectivité. C'est-à-dire que en privatisant une entreprise stratégique comme ça, donc qui est une frontière importante pour la France, qui a un enjeu économique important, qui est un gros employeur, comme je l'ai dit, on donne un pouvoir énorme aux futurs actionnaires privés. Par exemple, si on privatise ADP et que demain on décide de prendre au niveau national une mesure fiscale, environnementale ou de droit du travail qui ne plaît pas aux futurs actionnaires d'Aéroport de Paris, et ben ils auront des leviers considérables pour la sur la collectivité, pardon, pas pour, mais sur la collectivité, sur les représentants et les représentantes de la collectivité, ils auront des leviers considérables. Donc c'est une perte du pouvoir commun, du pouvoir collectif, une forme de privatisation du pouvoir démocratique. Et donc à l'opposé de ça, de cette privatisation du pouvoir contraint, on voudrait nous se saisir du référendum d'initiative partagée qu'il a. Et donc c'est le deuxième point, la deuxième raison pour laquelle on pense que c'est très important, c'est sur la procédure elle-même. On pense que c'est vraiment une procédure intéressante. Alors elle a beaucoup de défauts, on pourra y revenir, elle est critiquée à juste titre pour plein de raisons, mais il n'empêche que selon nous c'est quand même un pas dans une direction de plus de démocratie, dans la direction de ce que les gens puissent se saisir des questions qu'ils estiment importantes et donner directement leur avis. Donc, et décider même directement, parce que justement ce qui est bien c'est que c'est pas l'idée, c'est qu'il y a le germe de quelque chose qui soit pas que consultatif, mais qui soit aussi contraignant pour le pouvoir en place. Donc ça produit un contre-pouvoir intéressant. Donc voilà, on pense que c'est un pas, c'est un nouveau droit constitutionnel, c'est encadré par la Constitution. La procédure de référendum d'initiative partagée a d'ailleurs été validée par le Conseil constitutionnel, après qu'elle ait été déposée par 248 parlementaires. Donc on pense que c'est vraiment un levier d'action démocratique important. Donc oui, allez-y. On l'a vu effectivement pour d'autres aéroports en France, avec des fonds notamment chinois qui sont venus investir. La première année, tout se passe bien en général. Ce sont des affaires qui sont rentables. Puis la deuxième année, les actionnaires demandent plus de dividendes et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, on va avec une forte plus-value. Et effectivement, c'est un levier de moins sur des entreprises stratégiques, parce que les transports, faut-il le rappeler, c'est un secteur stratégique. C'est un peu, j'allais dire, on ouvre le barrage, c'est le cas de le dire, puisqu'on parle aujourd'hui, après les autoroutes, de la privatisation des barrages. On l'a vu aussi avec l'affaire Alstom, puisqu'aujourd'hui on perd aussi de notre capacité à agir sur les leviers, notamment sur le nucléaire, tout l'entretien, etc. Donc il faut dire aussi qu'au-delà de tout ce que vous venez d'évoquer, ce sont des entreprises stratégiques très importantes dans la structure même d'un pays. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est pour ça que c'est dangereux de les laisser, comme vous disiez, à la logique en fait de l'intérêt à court terme. Que ce soit des investisseurs chinois ou pas d'ailleurs, parce que là c'est Vinci qui est sur les bancs pour reprendre les aéroports, comme d'ailleurs on sait c'est Vinci qui avait eu les autoroutes aussi. Et donc le problème de la logique d'intérêt à court terme, évidemment c'est très néfaste pour des entreprises qui ont une influence directe sur la structure, comme vous avez dit, du pays, la structure économique, la structure sociale, puisque les transports, donc vous l'avez bien souligné, c'est des infrastructures stratégiques. Alors maintenant, si je peux dire un mot du coup de notre rapport aux médias et pourquoi on est là, pourquoi on est devant Radio France. Donc on pense on estime que par rapport à l'importance de cette question, de ce dossier, à l'importance démocratique, à la nouveauté aussi, parce que c'est quelque chose, c'est presque comme si on organisait un nouveau mode d'élection, quoi. C'est quelque chose de complètement nouveau. Les gens sont pas habitués, c'est une démarche qui est pas forcément facile. Il y a 2 pages à remplir. Alors quand on sait le faire, ça va vite. C'est 5 minutes avec sa pièce d'identité. Je vous encourage d'ailleurs à le faire. Mais c'est vrai qu'on pense qu'il y a besoin d'information et d'instruction un peu sur cette nouvelle procédure.
Et précisément, on trouve que l'information a été très insuffisante, très en deçà de ce qu'elle aurait dû être, de ce qu'elle aurait pu être sur une procédure aussi importante et aussi nouvelle. Alors il y a au moins 3 problèmes. Le premier problème, c'est que le gouvernement n'a pas voulu faire d'informations là-dessus, alors qu'on pense que, sans prendre parti, sans dire il faut être pour ou contre, mais on pense que ça aurait mérité une information publique, de la même manière qu'il y en a pour les élections, pour les référendums, etc. On n'imaginerait pas de faire une élection sans que personne ne soit au courant que l'élection a lieu, ou sans que personne ne sache exactement comment s'y prendre pour voter. Donc, alors ça, bon, les dispositifs, c'est une des faiblesses d'ailleurs de ce dispositif constitutionnel, c'est que les dispositions légales ne sont pas encore en place pour qu'on puisse vraiment obliger le gouvernement à faire une information publique. Ça a été demandé au Conseil constitutionnel, mais ils ont jugé qu'en l'état, c'était pas faisable. Mais on regrette quand même que le gouvernement l'ait pas fait. Et puis, alors après, pour les médias, à la fois les médias publics et les médias privés, bon, on pense qu'il y a un double problème. Il y a un problème une erreur d'appréciation éditoriale au minimum. Parce que, alors par exemple, ça c'est pour la presse écrite, mais l'émission Arrêt sur Image a fait un décompte des articles consacrés au grand débat et des articles consacrés au référendum ADP, enfin au référendum d'initiative partagée. Alors d'un côté on a quelque chose de ponctuel, le grand débat qui est organisé sans cadre légal précis, uniquement sur l'initiative du président, et il y a eu dans les 30 jours suivant l'annonce du grand débat, il y a eu, selon Arrêt sur Image, il y a eu 13 000 articles consacrés au grand débat, et de l'autre côté on a un nouveau droit constitutionnel qui pourrait changer la manière de prendre les décisions politiques en France sur le long terme, qui est une disposition légale validée par le Conseil constitutionnel, et il y a eu 500 articles dans les 30 jours suivant l'annonce du RIP, donc de 500 à 13 000, donc si je ne me trompe pas ça fait un rapport de 1 à 26. Donc on pense que là il y a une claire erreur d'appréciation éditoriale. Voilà, alors comment elle s'explique? Est-ce qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication? Voilà, bon. En tout cas il y a une erreur d'appréciation éditoriale à notre sens. Et puis on a aussi un problème là aussi de diffusion, simplement là, sans parler même de choix éditoriaux, de diffusion de l'information, juste de dire voilà ça existe. Et donc il y a eu un débat avec Radio France en novembre dernier. Alors on n'a pas eu, j'avoue que là moi j'ai pas les dernières informations parce que on n'a pas eu les dernières réponses de la direction de la maison de la radio, mais en tout cas le moins que, de Radio France, mais le moins qu'on puisse dire c'est que ils n'ont pas été du tout coopératifs quand des parlementaires ont proposé de diffuser des spots d'information payés sur les ondes de Radio France, pour là aussi indiquer aux gens que le référendum existe, donc ce qu'on pourrait considérer être de l'information simplement civique. Et Radio France, enfin France Inter a commencé par annoncer que ça se ferait pas. Ensuite la direction de la radio a un peu tempéré, mais en restant très flou. Finalement des parlementaires ont réécrit à la maison de la radio et en tout cas ça s'est pas fait. Alors que dans le même temps, la Radio France a diffusé des spots parlant de la privatisation de la Française des Jeux, qui donc là était un projet que le gouvernement soutenait, donc contre lequel moi je serais aussi par ailleurs, je pense que c'est une mauvaise idée, mais donc le gouvernement a privatisé la Française des Jeux, et il y a eu des spots sur Radio France pour dire voilà la Française des Jeux est privatisée, vous pouvez aller acheter une part. Donc là on estime qu'il y a eu, alors encore une fois j'ai pas tous les détails des dernières négociations, mais il y a eu quand même un peu un deux poids deux mesures, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'y a pas eu une volonté de vraiment diffuser cette information. Donc nous on est là pour parler de ça, et enfin on est là aussi pour faire le lien avec les luttes qui se mènent à Radio France, parce qu'on ne voudrait pas oublier ça non plus, et il ne faut pas confondre, enfin on est aussi sur une ligne de dire, en tout cas moi là je parle un peu plus en mon nom, mais je pense que beaucoup de gens dans le collectif seraient d'accord, de ne pas confondre les choix éditoriaux faits par les producteurs d'émissions et la direction, et puis tous les journalistes et les personnels qui sont parfois eux-mêmes précarisés, qui sont parfois eux-mêmes en lutte politique à l'intérieur de leur rédaction. Et à la maison de la radio, il y a des luttes pour le service public depuis très longtemps. Radio France est en lutte à tous les niveaux, que ce soit les agents de sécurité, les personnels techniciens, les journalistes, les assistants, etc. Et en lutte pour défendre le service public à Radio France. Et nous on pense que voilà, le service public c'est important à défendre partout, c'est important à défendre pour les aéroports de Paris, et c'est important à défendre à Radio France aussi. Aujourd'hui, voilà. C'est une question qui revient souvent dans les commentaires. Vous en êtes à combien de signatures? Première question. Et deuxième question, où peut-on signer à part sur Internet? Alors, on en est, si je ne me trompe pas, le dernier comptage du Conseil constitutionnel, on vient de passer la barre des 1 100 000 signatures, ce qui est déjà énorme, ce qui est beaucoup. Il nous en faut plus au regard de la loi, c'est une des critiques aussi qu'on peut faire. Rappelez combien il en faut? Il en faut 4,7 millions. Voilà. On pense que c'est beaucoup trop. À titre de comparaison, si j'ai le temps, au niveau de l'Union européenne, pour qu'une pétition soit examinée par le Parlement européen, il faut 1 million de signatures sur toute l'Union européenne. Là seulement pour la France, on en demande 4,7 millions, donc c'est beaucoup trop à notre avis. Mais donc un peu plus de 1
1 100 000. Donc vous pouvez signer sur internet, ça je pense que c'est clair, sur le site du gouvernement, un référendum intérieur Gouv. Et sinon vous pouvez signer en mairie. Dans vos mairies, normalement il y a des formulaires CERFA qui sont disponibles, vous pouvez vous rendre en mairie directement et demander à signer. Alors c'est jusqu'au 12 mars, donc il faut le faire très vite. Il faut aussi que vous soyez inscrit ou inscrite sur les listes électorales, donc si vous ne l'êtes pas, c'est l'occasion aussi de le faire, si vous voulez le faire bien sûr. Mais donc il faut que vous soyez, et vous y allez avec une pièce d'identité. Le permis de conduire n'est pas possible, donc c'est carte d'identité ou passeport. Vous vous rendez dans votre mairie et vous demandez le formulaire CERFA si vous ne voulez pas signer sur internet. Sinon sur internet c'est 5 minutes avec votre pièce d'identité. Et il y a des tutoriels qui sont bien faits. Il y a notamment un tutoriel qui est dessiné par Alan Barth, qui est disponible sur le site, je crois, ADP-RIP ou sur signon.fr, je sais plus. Vous pouvez regarder les deux sites et il y a un tutoriel très drôle dessiné par Alan Barth qui vous permet de vous guider à travers les différentes étapes pour signer en ligne si vous voulez le faire. Si vous n'obtenez pas les 4,7 millions de signatures requises, j'imagine que vous allez continuer votre combat. Sous quelle forme vous êtes regroupés en collectif? Il y a pas mal de temps que je suis dans la rue pour fumer les gilets jaunes, les grévistes, cette exigence de démocratie qu'on a vu poindre sur les ronds-points, puis ensuite dans de nombreuses manifestations. C'est une exigence de démocratie participative à tous les niveaux. Comment vous avez imaginé continuer le combat? Alors on est un peu dans une phase de réflexion là-dessus pour l'instant. Nous, ce qu'on voudrait surtout mettre en avant, dans un premier temps au moins, c'est le poids de ces plus de 1 million de signatures. On pense que c'est vraiment énorme, surtout compte tenu de la complexité, de la nouveauté du processus. Et on rappelle aussi que, je crois que c'est en avril dernier, Emmanuel Macron avait dit 1 million de signatures, ça devrait être le seuil pour déclencher un référendum d'initiative partagée, pour que le référendum se déclenche. Donc on voudrait rappeler cette déclaration du président qui avait dit que donc 1 million ce serait suffisant. On voudrait souligner l'importance de ce chiffre, le comparer aussi donc à l'Union européenne et vraiment là on va essayer dans les prochaines semaines avant de réfléchir éventuellement à comment poursuivre les actions, ce qu'on va essayer de faire, mais on voudrait surtout valoriser ce 1 million ce plus de 1 million, plus de 1 million 100 000 signatures reçues et rappeler voilà le président à ses déclarations et essayer de dire que en fait ça suffit, même si la loi demande des chiffres beaucoup trop élevés pour l'instant. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce 1 million il soit pris en compte et que le gouvernement au minimum relance un débat public sur la question et refasse passer le projet devant l'Assemblée. Oui, parce que le président de la République, Emmanuel Macron, avait dit que si à 1 million de signatures, si je me souviens bien, exactement, on pouvait envisager ce processus. Tout à fait, c'est ce qu'il avait dit, je crois que c'est en avril dernier, j'ai un petit doute mais je crois que c'est en avril où il avait dit, et il a, alors semble-t-il, là aussi il faut vérifier, mais quelqu'un m'a dit qu'il avait été interpellé sur la question lors du salon de l'agriculture, qui lui avait dit vous aviez dit qu'un million ça suffisait, et il semble qu'il ait dit quelque chose de pas très clair, c'est-à-dire qu'il a dit non mais 1 million c'est pour le référendum d'initiative partagée et pas le référendum d'initiative populaire, mais en fait là on est précisément dans une situation de référendum d'initiative partagée, ça a été déclenché par des parlementaires et validé par le Conseil constitutionnel. Donc il semble qu'il ait redit quelque chose, une formulation assez ambiguë sur la question qui laisse peut-être la possibilité de le confronter à ces déclarations et de dire voilà, on a 1 million, plus d'1 million, c'est déjà énorme, et l'avis de tous ces gens qui ont fait l'effort d'aller voter, enfin d'aller signer, et de tous les militants et de toutes les militantes donc qui se sont mobilisés dans toute la France, mérite d'être pris en compte, surtout sur un sujet aussi important. Pour les personnes qui nous suivent, une précision technique, quelle est la différence entre le référendum d'initiative populaire, qui n'est pas toujours mis en œuvre, et le référendum d'initiative partagée? Alors, le référendum d'initiative populaire, pour l'instant, à ma connaissance, il n'a pas d'existence légale. C'est quelque chose qu'on peut rapprocher des revendications du RIC, donc qui est probablement plus connu, du référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est l'idée qu'un certain nombre de citoyens, alors avec un nombre à déterminer par la loi, pourraient se saisir d'eux-mêmes d'une question et enclencher une procédure de référendum national à partir d'un certain nombre de signatures. Là, le référendum d'initiative partagée, c'est quelque chose qui existe déjà dans la loi, contrairement donc au RIC
ou au référendum d'initiative populaire qui pour l'instant n'existe pas à ma connaissance. Le référendum d'initiative partagée, lui, il existe, il est inscrit dans la Constitution et c'est un schéma un peu différent où c'est sur la démarche de parlementaires, donc je ne sais plus quel est le nombre, il faut un certain nombre minimum de parlementaires qui déposent auprès du Conseil constitutionnel une demande de déclenchement de la procédure de référendum d'initiative partagée et ensuite il y a une deuxième étape, donc il y a deux étapes, il y a la première étape, les parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel et ensuite il y a une deuxième étape, celle dans laquelle on se trouve en ce moment jusqu'au 12 mars, donc j'insiste, ça se termine le 12 mars, jusqu'au 12 mars, donc il y a cette deuxième étape de collecte de soutien et c'est là qu'il faut recueillir pour que ça devienne vraiment un référendum au niveau national, c'est là qu'il faut recueillir les fameux 4,7 millions de voix pour l'instant telle que la loi le prévoit. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup pour à cet vous. effort merci de pédagogie. C'est assez complet. Je pense que voilà, vous retrouverez, je mettrai les liens sur le site pour que les gens puissent les signer. Pour que les mairies fassent un effort, parce que je vois dans les commentaires à Paris et à Marseille, les gens ne sont pas, sont pas disponibles, les gens ne sont même pas au courant. On ne peut pas dire qu'il y ait un engouement de la part des mairies pour promouvoir ce référendum, et c'est bien triste parce que c'est constitutionnel. Il y a quelques mairies dans le Val-de-Marne qui ont fait passer un bus, il y a certaines mairies engagées qui se sont mobilisées là-dessus. Merci et bon courage. Merci à vous, bon à courage bientôt. aussi. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà les amis, je crois que c'est assez clair. Ce jeune homme maîtrise bien son sujet. Donc voilà, vous avez les adresses, l'explication technique. On est encore très très loin des 4,7 millions de signatures, effectivement. Il sera difficile de les obtenir. C'est une manière de mettre la barre tellement haut que finalement c'est une manière de dire, voyez, on fait vivre la démocratie participative, on met des conditions telles qu'il est difficile d'y accéder dans les faits de manière tout à fait concrète. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, je vais repartir à la radio, assurer mes rendez-vous et je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao, n'hésitez pas à partager, il y a du vent, il fait froid, ça commence à se couvrir, la pluie commence à tomber, donc je vais rentrer dans mes pénates. Salut à tous, ciao.